Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans la tribune des décideurs. Vous en avez l'habitude, chaque lundi de 12h30 à 13h, nous recevons un patron d'entreprise pour faire le point sur son activité et puis également commenter l'actualité économique. Et aujourd'hui, aux côtés d'Éric Walter, directeur de la rédaction de la tribune, eh bien, nous recevons un patron entrepreneur. David Amselem, bonjour. Alors, vous êtes le patron de la conciergerie John Paul. Vous êtes diplômé de l'école supérieure d'électricité, la fameuse Supélec. Et dès l'obtention de votre diplôme en 2001, eh bien, vous vous lancez dans l'aventure entrepreneuriale et pas la moindre, puisque vous fondez le fournisseur d'électricité et de gaz Poweo avec Charles Beigbeder, en venant concurrencer un géant monopolistique, EDF. Mais au bout de 2 ans, voilà, vous avez la bougeotte, vous restez dans le secteur de l'électricité, mais vous devenez trader. Et oui, l'électricité s'échange aussi sur le marché, mais 2 ans plus tard, eh bien, vous changez cette fois-ci de secteur, vous devenez le président d'une société de distribution de vin, avant de racheter en 2007 une petite société de conciergerie. Et en 2008, 1 an plus tard, eh bien, vous opérez un changement stratégique, puisque vous passez du B2C au B2B2C. Et là, il semblerait eh bien, que vous avez trouvé chaussure à vos pieds, puisque aujourd'hui, eh bien, vous êtes encore son président et vous comptez faire de John Paul un leader européen, voire un leader mondial. Alors, tout d'abord, la conciergerie de privé, on parle bien de conciergerie privée, cela consiste à être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour ses clients, quelle que soit leur demande, c'est ça? Ça, c'est la définition du métier strict de la conciergerie privée. Et il se trouve que nous, en 6 ans, on l'a beaucoup fait évoluer. On s'est dit que cette partie du métier était très spécifique dans la relation client, mais qu'il y avait d'autres ingrédients qui étaient demandés par les marques pour enrichir la relation qu'ils avaient avec leurs clients finaux. Et il y a notamment 2 piliers supplémentaires que nous avons ajoutés à ce métier. Le premier, c'est les avantages, c'est la capacité à nouer des partenariats avec d'autres marques et des marques affinitaires qui intéressent les clients finaux. Et le deuxième, c'est l'animation, c'est la capacité à animer une base, à la faire vivre, à ne pas attendre qu'elle nous sollicite, mais à être capable de lui pousser des offres personnalisées. Donc aujourd'hui, on a 3 piliers dans notre métier, la conciergerie privée, qui est notre métier historique, mais également l'animation et les avantages. Donc ce que l'on fait aujourd'hui, c'est de la gestion de clubs affinitaires. Alors là, vous êtes en train de pénétrer un marché finalement peut-être de la fidélisation, c'est ça? Vos concurrents, ce sont Edenred par exemple, ou oui. Pas du tout? Oui, c'est exactement ça. On est parti d'un marché minuscule qui est la conciergerie privée, qui représente quelques centaines de millions d'euros dans le monde. Et on a trouvé notre océan bleu à nous, qui est plutôt celui du marketing services et en particulier de la fidélisation. Et dans ce registre, nos concurrents sont les gros acteurs comme les filiales d'assureurs que sont les groupes d'assistance qui font un petit peu de service de manière plus mass market que nous évidemment, moins sophistiquée. Mais il y a également les sociétés de services comme Edenred et comme d'autres grandes sociétés de marketing. Donc en fait, pour qu'on comprenne bien, en fait, vous vendez vos services en marque blanche et les entreprises auxquelles vous faites allusion les vendent sous leur propre marque. Ça se passe comment? Effectivement, ce que rappelait Pierre, c'est qu'on est passé d'un modèle qui était B2C où on représentait la marque pour laquelle on travaille. Aux particuliers. Oui, c'est donc des particuliers qui payent un abonnement chez nous et qui reçoivent un service. Et nous, on est passé à un modèle qui est le B2B2C en marque blanche, c'est-à-dire que quand on travaille pour Orange, pour Air France, pour SNCF, pour Visa et pour d'autres clients, systématiquement, on travaille au nom et à l'image de la marque pour laquelle on travaille. En fait, vous n'apparaissez pas en tant que John Paul directement, donc la marque John Paul peut-être a un peu de mal à prospérer ou ça vous pose un problème? Écoutez, on a beaucoup de chance. Les pingouins et autres Rolls-Royce Rose et autres éléphants ont fait de la marque John Paul. Effectivement, allusion à des services demandés assez incroyables. Je crois qu'effectivement, un de vos clients vous a demandé d'amener, lors d'une de ses soirées privées, 30 pingouins dans son salon, c'est ça? Oui, c'est ce qui nous a fait connaître et c'est ce qui a fait que la marque John Paul a pu exister. On y a un attachement et puis on en plaisante de cette marque-là. Mais aujourd'hui, c'est devenu, c'est ce qu'on m'a dit récemment, c'est devenu une référence sur le marché français, en tout cas à la pointe du service, parce qu'effectivement, on a repoussé beaucoup de barrières jusqu'à faire venir 30 pingouins vivants lors d'une soirée. Le fait que vous n'ayez pas de contact direct avec le client final, est-ce que ça ne vous pose pas un problème pour étendre vos services, avoir de nouvelles idées? Comment ça se passe? Alors en réalité, on a conservé la marque John Paul pour avoir notre base laboratoire.
Et donc cette base laboratoire, cette co-construction de l'offre, on l'a fait. On a 1 millier de clients directs sur John Paul, donc c'est pas énorme, mais ce millier de clients nous permet systématiquement de chercher des nouvelles innovations, de faire du suivi sur les nouveaux produits que l'on lance, les nouvelles interfaces, etc. Et une fois que ça marche, une fois qu'on valide que ça marche avec eux, alors on va le proposer à nos marques en disant on peut l'intégrer en marque blanche dans votre programme. Alors, moi, j'aimerais revenir sur le business model, justement. Oui. Aujourd'hui, donc, vos clients, on l'a compris, ce sont majoritairement les entreprises. Je crois que ça représente 95% de votre chiffre d'affaires. Comment vous facturez donc, ces grands comptes ? Alors le modèle qu'on a choisi, c'est un modèle de type assurantiel, c'est-à-dire que c'est un abonnement qui est payé par membre qui bénéficie du service. Donc un client qui vient nous voir et qui nous dit j'ai 100 000 ou 1 million de clients ou de porteurs à animer, on va faire un prix par porteur, il paye ce prix-là et le budget est fixé. Les clients finaux peuvent nous appeler de manière illimitée et c'est compris dans le prix. C'est un business model qui est complètement différent des entreprises de conciergerie privée traditionnelles qui, elles, se rémunèrent à la commission, en fait, qui attendent qu'il y ait des demandes qui rentrent. Vous allez demander une place de spectacle qui coûte 100 €, la conciergerie privée classique va vous la revendre 120 € et va gagner la différence. Nous, quand vous allez nous demander une place de spectacle à 100 €, très souvent, vous allez la payer plutôt 90 ou 95, c'est-à-dire moins cher que ce que vous l'aurez payé en direct, puisque nous avons des avantages particuliers que nous représentons un gros achat de volume. Mais notre modèle économique est uniquement basé sur les abonnements. D'accord. Et alors, finalement, c'est aussi une manière d'industrialiser un peu cette activité, qui est une activité à la base presque artisanale. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, comment arrive-t-on à industrialiser cette activité? Ça passe par la technologie, c'est ça la solution? Quand on a démarré John Paul, on avait une vision, un enjeu et une idée. La vision, c'était reconnecter les marques avec leurs clients finaux. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de secteurs où la distribution est une cellule opaque. Je prends l'exemple de l'automobile. Vous avez le constructeur automobile, les concessionnaires de distribution et le client final. Le client final ne parle jamais à la marque, il parle toujours au concessionnaire et il appartient au concessionnaire. Et pourtant, la marque fait beaucoup d'efforts pour comprendre son client final et lui parler. Ça, c'était la vision que nous avions. L'enjeu, évidemment, c'était d'industrialiser un process qui était artisanal pour aller traiter des bases importantes. Donc, c'est ce fameux industrialiser. Et l'idée qu'on avait, c'est que la manière d'y arriver, c'était la technologie. Pourquoi? Parce que quand on s'est posé la question de savoir quel est le premier driver de la qualité de la relation client, on a identifié que pour nous, c'était la personnalisation de la relation client, la capacité à parler à chaque client comme s'il était unique. Et donc on s'est dit, tout repose donc sur la connaissance client. Et cette connaissance client, c'est très facile quand je traite 10 clients, je les connais par cœur, je connais leurs prénoms, leurs enfants, etc. Mais quand j'en traite d'un seul coup 1000, comment est-ce que je fais pour conserver cette capacité? Eh bien, nous, on est passé par la techno. On a créé et développé un logiciel qui est un logiciel propriétaire. Alors, on a un logiciel du marché pour les actions classiques, mais on a développé un logiciel propriétaire sur lequel on a 4 brevets et qui fait tout ce qui est profilage comportemental et affinitaire. Et la particularité, c'est qu'il fonctionne en langage naturel. Donc, il écoute et comprend toutes les interactions avec les clients finaux et il s'en nourrit pour délivrer un profilage. Presque dans le big data, c'est un petit big data. Votre vrai métier, finalement, c'est le data, alors, c'est ça? On va vers le data. On croit un peu moins au big data de notre côté. On est plutôt sur la data que sur le big data. On pense que les gens qui font du big data, c'est parce qu'ils en ont trop et qu'ils ne savent rien en faire. À la différence, nous, on va à la pioche aux informations et tout notre dispositif, notre raison d'être et la raison d'être de cette société, c'est de reposer sur l'analyse de ces datas. Donc c'est ce qu'on fait très bien. Une brique que l'on est en train de développer et pousser, c'est tout ce qui s'appelle business intelligence. Donc c'est un pan du big data, mais ça s'applique aussi à notre niveau. C'est la capacité à analyser, à faire des tris croisés, à trouver des corrélations auxquelles on ne pense pas. On sait tous que 2 clients qui portent des belles chaussures et une belle montre aiment sans doute le bon vin. On ne sait pas tous que les femmes entre 30 et 40 ans qui ont 2 enfants à Toulouse ressemblent énormément en termes d'affinité aux femmes qui ont entre 50 et 60 ans à Paris. Est-ce que c'est une prestation que vous pourriez vendre, enfin un service, un savoir maintenant que vous pourriez vendre à d'autres? Dans la vision stratégique de l'entreprise, un nouveau pan de développement, c'est celui-ci. Et on s'aperçoit que le marché est extrêmement réceptif à cette nouvelle offre. Alors, vous savez, la tribune des décideurs, c'est également la parole aux internautes. Jack qui demande, les pingouins, c'était pour quelle marque? Non, c'était pas pour une marque, c'était pour un client privé de John Paul, qui était un client anglais, mais qui était en France et qui avait fait organiser l'anniversaire de son épouse.
Un autre invité demande quel est votre chiffre d'affaires actuel? Alors, Du coup, pour 2012 peut-être? l'an dernier, voilà, puisque nous on finit en fin mars, l'an dernier on a fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et on reste sur des croissances qui sont entre 60 et 80%. Donc on vise à peu près 18 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et vos business angels sont contents? Vous gagnez de l'argent? Ah oui, ils sont contents, oui. On gagne de l'argent depuis le début, on est rentable depuis le premier exercice. C'est ce modèle assurantiel qui fait qu'il n'y a pas de prise de risque et puis la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu de la croissance dès le démarrage. Et mes business angels, en fait, on a deux compartiments de business angels, des vrais business angels qui sont là depuis le début, qui sont Charles Beck-Beder, mon premier employeur, mais également Philippe Carl, qui est le président de Marsh Mercer McLennan. Et puis en 2012, il y a la famille Dassault qui est entrée. Et Grégoire Lassalle, qui est le patron d'Allociné. Et puis depuis 2012, l'autre compartiment, c'est la famille Dassault, le fonds Aber Dassault Finance qui nous a rejoints. Alors, est-ce que justement ça a changé quelque chose depuis leur entrée dans le capital? Et quelle est l'orientation stratégique peut-être que ce fonds Ce que ça a changé au quotidien. On avait un objectif, c'était changer de cap. On s'apercevait bien qu'on allait passer 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a passé 100 employés, 100 collaborateurs. Donc, il y avait un changement de maturité de l'entreprise. Donc, il fallait senioriser une entreprise qui s'était construite comme une start-up, donc avec une moyenne d'âge qui était de 28 ans, 27-28 ans, avec 100 personnes. Et 100 personnes, c'est le moment où il faut structurer la société, mettre des seniors. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans une démarche qui est de dupliquer un modèle qui marche bien en France à l'international, ou est-ce que vous êtes dans une logique de diversification? Parce qu'on a vu que vous avez acquis récemment d'autres activités, notamment les services Le Cab, donc les taxis privés, Madeleine Market également sur l'épicerie fine. Alors, est-ce que finalement vous courez sur les deux lapins, l'international et la diversification? Non, l'entrée de la famille Dassault à notre capital avait deux enjeux, c'est passer le cap, donc seniorisation, donc recrutement de seniors au sein des équipes. Ça, c'est très bien avancé et c'est encore en cours. Et le deuxième objectif de cet argent qui a été apporté, c'est d'aller à l'international sur de la duplication de business model. Les investissements que nous avons faits en France, on n'a pas acquis ni le Cab ni Madeleine Market, ce sont des investissements minoritaires qui nous ont permis d'établir une collaboration commerciale forte avec ces entreprises parce qu'on imaginait, et on le vit aujourd'hui, qu'il y avait des grandes synergies. Pourquoi? Je prends juste l'exemple de Le Cab. On avait énormément de plaintes de nos membres qui étaient insatisfaits du service rendu par les taxis à Paris et on avait besoin d'une solution palliative. Et pour le faire dans les meilleures conditions et avec une latitude de service qui soit optimale, on a décidé de se rapprocher de Le Cab. Un mot sur le climat général quand même économique, puisque on a parlé beaucoup des entreprises depuis un an. Est-ce que vous êtes de ceux comme Xavier Niel, je parle un peu brutalement, qui pensait que la France est un paradis fiscal, puisqu'il a dit, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt un peu effrayé par le climat actuel, les difficultés d'entreprendre, même si apparemment vous n'avez pas beaucoup de problèmes, est-ce qu'on entreprend aussi difficilement qu'on le dit en France? Je suis ni comme Xavier Niel, ni comme les pigeons. Pour l'instant, j'ai un avis qui est assez mitigé. J'ai évidemment de l'âpreté sur la fiscalité française. Et la plus grande âpreté que j'ai, c'est sur le fait qu'on joue à un jeu, c'est le jeu d'entreprendre. C'est un jeu qui est incroyable parce qu'on a 99% de chances de perdre. Et à ce jeu, la difficulté, c'est que le maître du jeu change les règles assez régulièrement. Et c'est très difficile de faire un business plan. Alors justement, je parlais des pigeons parce que précisément, ce matin, la grogne monte à nouveau, puisqu'on le sait, plusieurs entrepreneurs étaient montés au créneau face à un projet de loi de finances. Finalement, le gouvernement avait fait un rétropédalage, il avait fait des promesses de gages pour les entrepreneurs lors des assises de l'entrepreneuriat. Et puis là, Christian Eckert, donc, qui est le rapporteur de la Commission des finances pour le projet de loi de finances 2014, est revenu sur certaines promesses. Alors, c'est ce que vous disiez. C'est ce que je vous dis. Je pense que fondamentalement, le climat n'est pas hostile aux entrepreneurs, l'environnement français n'est pas hostile. Le fait que le gouvernement ait fait un pas en arrière quand il a compris sa bêtise, bon, c'était une vraie erreur de jeunesse de gouvernement, certainement, et qu'il n'y avait pas des bons spécialistes autour de la table pour prendre ses premières décisions. Donc j'avais trouvé ça plutôt intelligent d'avoir la capacité de revenir en arrière. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'on erre sur un océan, un coup on est en haut, un coup on est en bas. Et ça, c'est extrêmement compliqué quand vous savez qu'en face de nous, on a ou des banquiers, ou des clients, ou des collaborateurs, et un droit social qui devient de plus en plus rigide. Donc on a d'un côté des charges fixes. Moi, je prends juste une parenthèse. La définition de l'entrepreneur, pour moi, c'est celui qui est capable d'engager des dépenses certaines contre des revenus incertains.
Et la difficulté, c'est que là, il y a le maître du jeu qui rajoute une fiscalité et un environnement incertain. Et dans cet environnement incertain, on voit qu'il y a une rigidification du droit du travail qui est de plus en plus lourde à gérer. Et j'en parle en connaissance de cause. Je suis sans doute en train de passer de PME à ETI. Et c'est là où on voit la difficulté de gérer. Voilà, nos clients nous disent licenciement économique, on a produit moins de voitures, on a vendu moins de voitures, donc on diminue le service, mais nous, on n'a pas la capacité à s'adapter. Une ETI, justement, vous l'avez dit, c'est lorsque c'est une entreprise qui a moins de 250 salariés, c'est votre cas, Oui. on devient ETI quand on atteint les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors pour l'instant, vous êtes à 10 millions, Oui. il faut multiplier par 5, mais alors comment justement pensez-vous y arriver? Ça va devenir une ETI? Alors, je crois ce sont des critères exclusifs. C'est ou passer 250 salariés ou passer 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, j'avais retenu ça. Aujourd'hui, nous, on est sur un trend là, de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. On pense atteindre 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, en termes de collaborateurs, on va finir l'année à 200, 210. Donc, je crois, on est en ligne de rejoindre enfin ce Graal-là, ce qui manque en France, ces sociétés de taille intermédiaire. Pour faire naître des entreprises de taille intermédiaire, hein, parce qu'on le sait très bien, on le dit souvent, il y en a le triple en Allemagne, il y en a le double en Italie. Est-ce que finalement les solutions vont venir d'initiatives de la société civile? Je pense par exemple à Pacte PME, hein, qui est dirigé par le président d'Airbus, qui veut justement favoriser les relations entre les grands groupes et les PME, les fournisseurs. Et pourquoi pas aussi Osons la France. Je crois que vous êtes intervenu en 2012 dans cette initiative fondée par Aude de Thoin. Est-ce que ça va passer par là, en fait, la société civile? Ça peut passer que par là. Aujourd'hui, il y a un tel déséquilibre de force entre les grandes entreprises et les PME quand on en est dépendant. Hein. Il y a deux modèles. Hein. Il y a le modèle Facebook, où on peut imaginer qu'on crée une société B2C et qu'on explose et qu'on devient un grand modèle. J'ai l'impression que le marché, juste la taille du marché français, parce qu'il n'est pas encore européen, ne permet pas l'émergence de ce type de modèle en Europe. Donc d'un autre côté, il y a les sociétés qui font du B2B, c'est notre cas. Et dans le B2B, on repose sur la relation qu'on a avec les grands groupes. Et la difficulté que nous avons encore aujourd'hui, bien qu'il y ait des initiatives de type le Pacte PME ou Osons la France, c'est le levier de négociation qui est complètement injuste et déséquilibré entre des grandes sociétés qui vous disent « on sait, on a 90 jours de retard, mais vous n'avez qu'à appliquer les pénalités, on ne renouvelle pas le contrat ». Donc cette difficulté repose sur le fait qu'on a mis en place des dispositifs, mais ce n'est pas tellement la loi qu'il faut faire évoluer, c'est l'application. C'est l'usage et l'application. L'idéal, ce serait une application automatique. Parce qu'en cas d'application automatique, alors, ce serait facile. Hein. Si à chaque fois qu'on dépassait 50 km/h, on avait une amende, mais à chaque fois, je pense qu'on roulerait moins vite. Alors, David Amsellem, on aurait aimé prolonger cette discussion plus longtemps. Malheureusement, vous avez un rendez-vous important. On va devoir vous libérer. Du coup, la tribune des décideurs va terminer un peu plus tôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, la semaine prochaine, eh bien, on continuera ce débat sur le financement des entreprises puisque nous recevrons Nicolas Dufourcq, le président, le directeur de la Banque publique d'investissement. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.